Vas-y. Bonsoir tout le monde. Je suis Isabelle Godette, coordonnatrice de projet au Centre d'écologie urbaine. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde pour une rencontre d'information et d'échange ce soir en ligne. On a actuellement 137 personnes connectées à la rencontre. Dans les minutes qui vont suivre, j'imagine d'autres personnes vont se joindre à nous. Ici, on a plusieurs personnes derrière la caméra là, qui vont être là pour des professionnels de la Ville de Montréal et de la STM. Je souligne la présence de 3 élus avec nous ce soir. Madame Sophie Mosérol, conseillère de ville, responsable du transport et de la mobilité. Monsieur Éric Allen Caldwell, conseiller de ville, président du conseil d'administration de la STM. Et Madame Émilie Thuillier, mairesse d'arrondissement d'Annecy-Cartierville et responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs. Donc, la rencontre ce soir va être enregistrée et disponible ultérieurement sur le site Réalisons Montréal. Donc, ce soir, on a une rencontre virtuelle. Il y a déjà d'autres étapes qui ont eu lieu en personne. On va vous les présenter tout à l'heure. La formule du webinaire va vous permettre de poser des questions dans le module questions-réponses qui va apparaître lors de la période de questions après les présentations des panélistes. Donc, pour l'instant, notez vos questions et lorsque le module va entrer en ligne, vous allez pouvoir entrer vos questions dans le question-réponse. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez utiliser le module chat ou discussion. Ce ne sera pas la façon de poser les questions. Donc, les questions qui vont être indiquées dans le chat ne seront pas prises en compte. Il y a des questions ce soir qui vont être répondues à l'oral, d'autres à l'écrit. Plusieurs questions ont déjà été amenées. On va essayer que nos panélistes répondent aux questions dans leur présentation. Donc, évidemment, tous les commentaires injurieux seront retirés là, de la discussion. Donc, le déroulement ce soir, on prévoit une rencontre d'au maximum 2 heures. Après les mots de bienvenue, il y aura, actuellement là, je vous présente le déroulement et les objectifs. Il y aura une présentation du projet du corridor de mobilité durable Henri Bourassa, une période de questions qui pourra durer jusqu'à 45 minutes là, selon les questions du public. Et on terminera au plus tard à 20h55 avec les prochaines étapes et le mot de la fin. Les objectifs de notre rencontre, c'est de présenter le projet de corridor de mobilité durable Henri Bourassa, donc la vision et les objectifs du projet. On veut vous présenter les principaux résultats de la démarche de concertation avec le milieu et présenter l'avancement du projet et répondre à vos questions. Le Centre d'écologie urbaine a accompagné la Ville de Montréal dans la démarche de concertation des parties prenantes auprès de la population, des commerçants et des organismes, dans le but de recueillir les besoins, les attentes, les préoccupations et chercher des ajustements lorsque nécessaire au projet. Donc, en mai-juin, les commerçants et les organismes ont été rencontrés. Il y a eu 19 rencontres individuelles qui ont été faites auprès des parties prenantes clés. Une rencontre d'information et d'échange aussi qui a eu lieu le 15 juin en personne. Donc, il y a eu aussi cet été un sondage en ligne et une carte interactive qui était ouverte à la population. Il y a eu des visites terrain et des sondages auprès des commerçants. Et ce soir, on se retrouve pour la rencontre d'information et d'échange. Suite à cette rencontre, il y aura une synthèse de la démarche qui sera produite à l'hiver 2024. Donc, je vais maintenant passer la parole aux élus qui vont vous adresser un mot sur la vision du projet. Donc, j'aimerais passer la parole à Mme Sophie Mosérol, conseillère de ville, responsable du transport et de la mobilité. Bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend bien.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour pouvoir voir les fruits du travail qui a été fait dans les derniers mois par les équipes là, concernant le projet du corridor de mobilité sur Henri Bourassa, sur lequel on souhaite vraiment travailler au partage de l'espace public. Il faut savoir qu'Henri Bourassa, c'est un axe très long est-ouest qui traverse des quartiers, plusieurs générateurs de déplacement qui sont historiquement peu desservis. Et on sait que les besoins sont immenses en termes de transport en commun. On sait que c'est un axe qui est déjà extrêmement fréquenté, sur lequel il y a beaucoup d'achalandage. Donc, on a ici vraiment une opportunité là, de repartager l'espace public, de s'assurer que chacun des usagers et usagères de la route ait son espace, que ce soit évidemment les automobilistes, mais les utilisateurs du transport en commun qu'on voit de plus en plus nombreux, on est content de les retrouver. On voit qu'il y a un achalandage presque pré-pandémique là, qui revient et on en est bien content, que ce soit pour la mobilité active. On parle évidemment des cyclistes, mais aussi de sécuriser le déplacement des piétons-piétonnes. On est tous piétons-piétonnes à un moment ou à un autre de notre journée. Donc, un projet très ambitieux, mais très intéressant pour on pense l'ensemble des citoyens et citoyennes de Montréal. Comme ça a été évoqué, là, vous aurez l'occasion d'entendre le président du conseil d'administration de la STM, mon collègue Eric-Alain Caldwell, qui va vous parler plus de l'aspect du transport collectif. Évidemment, la mairesse de l'arrondissement dans lequel va se déployer là, le tronçon dont il est question ce soir sera là aussi. Sachez que c'est un projet qui nous tient à cœur, mais on tient évidemment, comme chacun des grands projets structurants, des projets de réaménagement de l'espace public, on veut s'assurer évidemment qu'on entend tous les gens dans le milieu, qu'on est à l'écoute des préoccupations, qu'on puisse répondre aux questions. Donc, c'est vraiment ce soir là, une occasion de justement là, de venir chercher des informations, de vous faire entendre pour qu'on puisse poursuivre notre réflexion, bonifier le projet au mieux. Comme on est plusieurs à parler, je ne m'éterniserai pas. Je tiens à remercier encore une fois les équipes à la fois de la STM de la Ville de Montréal là, qui planchent sur ce projet-là et ben, au plaisir de poursuivre la discussion avec vous. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à M. Eric-Alain Caldwell, conseiller de ville, président du conseil d'administration de la STM. Oui, bonjour, merci beaucoup. Moi aussi, j'espère que vous m'entendez bien. Très content d'être ici avec vous ce soir pour parler de ce projet-là. Pourquoi? Et je veux un mot sur la composante qui est le service rapide par bus. Henri Bourassa est un axe fort de notre réseau d'autobus à Montréal. Ça dessert beaucoup d'entre nous, beaucoup de Montréalais et de Montréalaises tout au long tout au long du corridor de mobilité Henri Bourassa, dans les différents arrondissements. Et ce projet-là, ben, ça va nous permettre, de mieux organiser le transport en autobus en faisant en sorte que, oui, bien sûr, il y ait des gains de temps, des gains d'efficacité, mais aussi des gains de ponctualité. Euh, une des vertus des voies réservées, puis là, ce qu'on veut faire, c'est une voie réservée très performante sous forme de SRB, c'est de faire en sorte qu'on améliore la ponctualité puis la fiabilité de l'autobus, ainsi que son temps de déplacement. Donc, c'est faire en sorte que les gens qui prennent l'autobus puissent mieux planifier leur trajet, mieux planifier de leur arrivée à destination. Et c'est de montrer l'avantage concurrentiel de l'autobus, faire montrer que c'est un transport, que c'est un mode de mobilité qui peut être très performant et très utile dans la planification de ses déplacements. Il y a déjà beaucoup de gens qui prennent l'autobus sur Henri Bourassa, c'est le temps de leur offrir un meilleur service. Et à ceux qui ne le prennent pas encore, ben, on vient mettre un type de déploiement qui va nous permettre justement, avec les mêmes ressources, d'améliorer l'offre d'autobus, puis après de se projeter dans l'avenir avec une croissance du service au fur et à mesure que les gens seront au rendez-vous pour prendre le SRB le SRB Henri Bourassa. Excusez-moi, vous savez, on a fait le SRB P9 au cours des dernières années sont la croissance de l'achalandage, la satisfaction des clients est au rendez-vous sur P9. On vous propose un mode de déploiement un peu différent pour Henri Bourassa, mais les objectifs restent le même. Alors, merci beaucoup d'être là. Je remercie l'ensemble des équipes qui ont travaillé au projet et qui vont pouvoir nous présenter les différentes composantes. On est là pour vous écouter, discuter avec vous comment est-ce que le projet peut évoluer. Alors, merci de votre présence et bonne soirée. Merci, M. Caldwell. J'invite Mme Thuyer, mairesse d'arrondissement d'Annecy-Cartierville, aussi responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs,
à prendre la parole. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous. C'est vraiment un grand moment. Ça fait longtemps qu'on se prépare à cette séance. Quand je dis longtemps, en fait, moi, je reviens même au début du projet pour le quartier, c'est 2016. Donc, pour ceux et celles qui ont bien suivi le programme particulier d'urbanisme, le PPU Henri Bourassa Ouest, qu'on a fait en 2016, en fait, qu'on a terminé en 2016, parce qu'on a fait quand même pendant quelques années une des conclusions de notre PPU, qui est écrite d'ailleurs dans le document là, qui existe toujours, c'était de réaménager Henri Bourassa à l'est de la rue L'Acadie dans les 10 prochaines années. Donc, on voit 2016, plus 10 ans, ça fait 2026. Donc, on y est pas mal dans les dates de cet engagement de l'arrondissement et de la ville de revitaliser et de réaménager la rue Henri Bourassa, le boulevard Henri Bourassa, qui est un peu comme une fracture urbaine, une cicatrice qui traverse des quartiers, qui traverse le quartier en fait. Et c'est l'objectif en fait du projet qu'on va vous présenter ce soir, mais dont on a abondamment discuté dans les derniers mois de plein de façons différentes, ce que vous verrez tout à l'heure pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir toutes les étapes qui ont déjà eu lieu dans la concertation et la consultation sur ce projet. Donc, c'est un grand pas en avant, c'est vraiment une volonté du milieu d'Annecy-Cartierville de faire en sorte que le boulevard Henri Bourassa soit soit à échelle humaine en fait, et fasse vraiment partie du quartier, autant pour les commerçants que pour le déplacement, que pour les gens qui habitent de part et d'autre. Donc, très heureuse d'être avec vous ce soir et de continuer à construire ce projet-là avec toutes les équipes de la ville, de l'arrondissement, de la STM ainsi que la population. Merci. Merci beaucoup, Mme Thuillier. Donc, pour rassurer tout le monde, là, on va avoir une longue période de questions là, après la présentation. Il y a déjà plusieurs questions qui ont été transmises à la Ville par écrit et nos présentateurs vont tenter d'y répondre dans la présentation. Donc, on va ouvrir le module questions-réponses après la présentation. Et je voulais souligner là, pour certaines personnes là, qui se demandent pourquoi on a choisi la formule webinaire. C'est vraiment dans un objectif de rejoindre un maximum de personnes. On avait 300 inscrits ce soir à la rencontre, faciliter la participation en hiver là, de tout le monde et aussi permettre un enregistrement qui va permettre une présentation ultérieurement là, sur Réalisons Montréal. Donc, je passerai maintenant la parole à M. Louis-Henri Bourque, directeur de la planification et de la mise en valeur du territoire du service de l'urbanisme de la mobilité de la Ville de Montréal. Et il sera suivi de 3 autres intervenants qui vont vous présenter le projet. Bien, merci beaucoup. Merci à tous qui se sont connectés ce soir. Je vois qu'on est déjà rendu à 175 participants. Je pense que c'est important de revenir sur la vision de ce grand projet-là pour notamment l'arrondissement Annecy-Cartierville. Si on peut passer aux éléments de vision. Le projet s'inscrit favorablement dans la vision d'une métropole durable. Comme vous le savez peut-être, la Ville s'est dotée de différents plans stratégiques dans les dernières années, que ce soit sur le plan stratégique, la vision zéro, le plan climat. Le projet s'inscrit dans un désir de réduire évidemment les GES sur le territoire. C'est aussi un projet de sécurisation, c'est important de le mentionner. Oui, c'est une voie réservée, mais c'est également un rêve qu'on vient planter. C'est également des aménagements plus sécuritaires pour la mobilité active, les clientèles vulnérables. C'est également une occasion de s'inscrire favorablement dans le plan climat qu'on a adopté avec un développement du transport collectif, mais aussi de favoriser les autres modes de mobilité comme l'autopartage, le covoiturage. Et c'est un projet, il faut le souligner, travaillé conjointement, notamment avec la STM, l'arrondissement, mais qui s'inscrit aussi dans la planification stratégique de la Société des transports de Montréal. Donc, c'est arrimé sur différentes planifications stratégiques, mais aussi sur les plans d'intervention, que ce soit les besoins cyclistes qui sont répondus à travers le développement du réseau express vélo dans Montréal, dont le corridor Henri Bourassa fait partie. Que ce soit à travers la vision Mouvement Bus 2025 de la STM. Encore une fois, le corridor Henri Bourassa est bien identifié. Comme le mentionnait M. Caldwell, c'est un axe stratégique de desserte.
Et aussi, les choix de planification sont toujours tenus compte sont toujours pris en tenant compte de la vulnérabilité sociale des quartiers. Vous allez voir un petit peu plus tard, on vient toucher un bassin de population le projet vient rejoindre un très grand bassin de population dans le secteur. Donc, on est très heureux aujourd'hui d'être en virtuel parmi vous. Comme le mentionnait, comme il était mentionné, on va faire une courte présentation du projet, revenir sur les différents éléments et on va ouvrir une période de questions-réponses questions et commentaires par la suite de la présentation. Je vais maintenant passer la parole à Floriane Vessière qui va vous présenter le retour sur la démarche de concertation. Merci. Bonjour, mon nom est Floriane Vessière, je suis chef de division planification des réseaux et programmation des aménagements au sein du service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, on va faire un petit retour. Comme vous l'a présenté tout à l'heure Isabelle du Centre d'écologie urbaine, il y a plusieurs étapes de concertation qui ont été faites avec le milieu et qui ont été franchies depuis plusieurs mois maintenant. Nous avons notamment rencontré dès le mois de mai 19 organisations et une première rencontre a eu lieu, une première rencontre d'échange a été faite le 15 juin. Lors de cette rencontre, il y avait 27 participants qui étaient présents avec qui on a pu identifier les besoins pour l'axe. Du 17 juillet au 8 novembre, nous avons tenu aussi une activité de consultation en ligne qui a été faite, qui était accessible à tous les citoyens. Les citoyens ils pouvaient s'exprimer sur le projet, localiser sur une carte interactive les besoins particuliers qu'ils pouvaient avoir ou faire des commentaires plus généraux. Je vais vous présenter quelques-uns des résultats de cette activité-là dans les prochaines diapositives. Il y a des visites terrain aussi qui ont été faites à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre. Lors de ces visites, on a rencontré de nombreux commerçants et ça nous a permis de comprendre les besoins au niveau du stationnement, de comprendre les besoins au niveau... Je réessaye. Ouais. Comprendre les besoins au niveau du stationnement et au niveau des livraisons. Donc aujourd'hui, on tient cette séance pour vous informer de l'avancement du projet qu'on a fait, comment on a aussi intégré certaines des préoccupations qui nous ont été adressées, certaines questions qui ont été posées. On va essayer de répondre à un maximum de questions comme vous l'a dit Isabelle tout à l'heure. Et on aura une synthèse qui sera faite à l'hiver et qui sera disponible en ligne, une synthèse de toute la démarche de concertation et qui donnera les résultats de cette démarche de concertation. Donc, si on passe à la prochaine, voilà, cette diapositive. Comme mentionné tout à l'heure, des activités de consultation ont été menées en ligne de 17 juillet au 8 novembre. Il y en a plusieurs qui ont répondu. Vous avez été très nombreux. Il y a eu plus de 9 368 visites de la page. Donc, vraiment beaucoup de personnes. On a eu 1046 réponses au sondage, 326 contributions à la carte interactive, tous les commentaires, toutes les réponses, tous les éléments qui ont été apportés ont été analysés par les différentes équipes de la ville. Et il y a parmi les questions que nous avions posées, il y en avait une sur le niveau d'adhésion. Donc la question c'était quel est votre niveau d'adhésion au projet tel qu'il a été présenté sur la page. Et on voit qu'à cette question, le niveau d'adhésion, la majorité était en accord par rapport au projet. Donc, c'est ce qui est ressorti notamment dans les réponses. Si on poursuit aussi, j'ai une autre diapositive pour vous montrer les démarches qui ont été faites. On a, lors des visites et des rencontres qu'on a fait avec les commerçants, il y a plusieurs questions qui ont été posées, notamment par les équipes de la ville et l'arrondissement et la STM, pour qu'on puisse comprendre où se font les livraisons, à quelle fréquence elles se font, c'est quel type de véhicules qui sont utilisés pour les livraisons. D'ailleurs, on remercie grandement l'ensemble des commerçants qui ont participé. Ça a été très important, très riche comme information pour nous permettre de bonifier le projet. On a plus de 90% des commerçants qui ont répondu, qui se sont prêtés à nous répondre à ces différentes questions-là. Donc ça, c'était très important parce que ça nous permet d'identifier leurs besoins et de voir comment on peut répondre.
Dans la démarche qu'on vient de voir, donc il y a plusieurs forces du projet qui sont ressorties. Qui sont sorties tout au long de la démarche, notamment l'apaisement de la circulation. C'est quelque chose qui ressort comme étant très fort par rapport à ce projet-là. L'amélioration des conditions pour les piétons, les cyclistes, les personnes à mobilité réduite. L'amélioration de la fréquence, de la fiabilité du transport en commun, c'est quelque chose qui est ressorti très fréquemment, notamment grâce à la mise en place d'une voie réservée pour les autobus et d'une ligne est-ouest, la création d'un environnement urbain plus agréable, plus convivial, la possibilité aussi de verdir le terre-plein en contribuant à l'amélioration de l'environnement, du cadre du boulevard. Il y a certains défis qui nous ont été amenés et dans lesquels donc on a pris en considération dans notre projet, notamment le retrait du stationnement sur le boulevard et son impact sur l'achalandage des commerces, la cohabitation entre les différents types d'usagers à cause de l'implantation d'une piste cyclable sur un axe avec beaucoup de circulation, l'augmentation de la congestion routière, l'impact de l'implantation de zones de stationnement sur les rues perpendiculaires, l'impact sur les livraisons. Ce sont des éléments de défi qui ont été identifiés. Et ça nous a amené à faire soit des analyses complémentaires, soit à faire des adaptations. Donc, notamment, on a identifié des solutions pour accommoder le besoin de stationnement commercial. On a fait des comptages, des relevés pour essayer de mieux comprendre la situation et proposer des aménagements sécuritaires. On a utilisé des outils de modélisation de la circulation pour identifier les nœuds sur le réseau et essayer d'optimiser les déplacements. Et on a travaillé évidemment avec les besoins qui nous ont été identifiés lors de la démarche de concertation. Maintenant, on revient un petit peu aux bases du projet. Pourquoi, en fait, on a été dans le secteur de Henri Bourassa. Louis-Henri en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a des questions qui nous ont été adressées. Donc, vous allez voir dans certaines diapositives, vous voyez apparaître une boîte rouge en haut de la diapositive. C'est une des questions qui nous a été posée fréquemment. Voilà, là, vous le voyez. Ouais. Donc, vous voyez en haut une boîte avec la question qui est posée fréquemment. Donc, on a analysé, comme je disais tout à l'heure, toutes les questions qui ont été posées, tous les commentaires, et on a ressorti certaines des questions qui étaient revenues régulièrement. Ici, c'est un exemple. La question qui était revenue régulièrement, c'est quoi la portée du projet? Pourquoi on s'arrête à la jeunesse? Donc, ici, on vous explique que le corridor, en fait, il s'étend à l'ouest de l'autoroute 40 jusqu'à l'est au boulevard de la Cordaire. Donc, vous voyez, c'est un très long projet, un axe très important. Il va être implanté par phase. Donc, on a déjà amorcé une phase en 2023 au niveau du réaménagement, plus dans l'ouest, au niveau de l'arrondissement Saint-Laurent. C'était surtout lié à une opportunité liée aux travaux d'infrastructures souterraines. Le projet qui nous concerne ce soir, c'est plus particulièrement le réaménagement donc entre l'avenue Marcellin Wilson et la jeunesse. Donc ça, c'est ce qui va être fait en 2024. Par contre, le lot 2024, le lot de travaux de 2024, ce n'est pas une reconstruction complète de la rue, c'est vraiment un repartage de la rue au profit d'un mode plus durable. Donc c'est vraiment un repartage de l'espace. On a aussi, dans les analyses qu'on a fait, les analyses préalables, on a regardé quelles étaient les populations qui étaient aux abords de cet axe-là. Donc, il y a plus de 90 000 personnes qui sont à moins de 10 minutes à pied de l'axe Henri Bourassa. C'est 40 000 ménages. Et si on regarde au niveau du vélo, c'est plus de 300 000 personnes, soit 125 000 ménages qui se situent à proximité immédiate de cet axe-là. C'est un axe avec énormément de générateurs de déplacement. On vous en a mis quelques-uns, des générateurs qui sont d'importance, des générateurs qui nécessitent parfois aussi des déplacements en mode actif et collectif. Donc, d'où l'importance pour nous d'intervenir sur cet axe-là. Parmi aussi les informations qui sont ressorties lors des entrevues et des activités en ligne, il y a notamment la façon dont la convivialité de l'axe est perçue. En effet, il y a 71% des répondants qui trouvent que le boulevard Henri Bourassa n'est pas convivial dans sa configuration actuelle. 58% ne le trouvent pas confortable ni sécuritaire. Donc, c'est quelques éléments qui sont
qui sont ressortis. Et il y a notamment dans des éléments un peu plus spécifiques également qui sont ressortis le manque de zones tampons entre les véhicules et le trottoir, ce qui fait qu'on a un sentiment de moins de confort quand on est piéton, malgré qu'il y a des garderies, qu'il y a des écoles. La vitesse des véhicules semble élevée, plus élevée même que la vitesse autorisée, ce qui est ressorti dans les différentes entrevues. C'est aussi ressorti que c'est un axe qui est bruyant, peu convivial, qui manque de végétation, qui est désagréable pour les piétons. Et évidemment, les personnes qui utilisent les transports actifs sur cet axe-là, que ce soit au niveau des piétons ou des cyclistes, trouvent que c'est difficile de circuler sur cet axe-là. Parfois, pour les cyclistes, c'est discontinu. Parfois, c'est peu agréable. Donc, c'est vraiment les éléments qui sont ressortis des différentes démarches que nous avons faites. Si on regarde actuellement le partage de la rue qu'on a sur le boulevard, donc le partage de la rue, c'est-à-dire l'espace que l'on consacre à tous les modes ou à tous les types d'usagers de la rue. Donc, si on voit, il y a une grande partie de l'espace qui est dédié à la circulation automobile. En effet, il y a juste 10% qui est dédié à l'espace piéton. Il y a 5% seulement pour le verdissement, mais 85% de l'espace actuellement est dédié aux véhicules. Dans quelques cas, on a des voies réservées, mais pas tout le long du tronçon. Lors des études préalables au projet, on avait aussi fait des relevés de stationnement afin d'essayer de voir c'était quoi les taux d'occupation. Et lors de ces relevés, on a pu constater qu'il y avait 200 places qui étaient disponibles le long du boulevard, dans l'espace qui nous concerne, avec une réglementation qui était assez encadrée, qui encadrait vraiment l'usage. Notamment, il y a certains endroits où le stationnement est interdit, parfois il est limité à certaines heures de pointe, et dans 80% des cas, il est disponible et limité seulement à 1 heure. On a pu observer lors de ces relevés-là que le taux d'occupation maximum était de 50%. Ça veut dire qu'en fait, il restait toujours au moins 50% des places qui étaient disponibles. On a regardé par la suite, est-ce qu'il y avait des places disponibles dans les rues perpendiculaires, dans les transversales à l'axe Henri Bourassa, et on a pu constater qu'il y avait plus de 300 places qui étaient disponibles dans les rues adjacentes et qui pourraient être utilisées dans certains cas. Donc, le projet qu'on a et qu'on vous présente ce soir, il permet de repenser le partage de la rue pour donner plus d'espace aux citoyens qui se déplacent notamment en mode actif et collectif et de rendre plus agréable la marche sur le boulevard, de repenser le boulevard. Donc, le projet, en fait, il propose d'apaiser la circulation, de rendre les déplacements piétons plus agréables, de sécuriser les déplacements en vélo et rendre les vélos accessibles pour tout type de cyclistes, d'assurer un service de transport collectif performant, d'apaiser le boulevard Henri Bourassa pour essayer et de préserver la quiétude des rues locales, de maintenir la vitalité commerciale et l'accessibilité locale. C'est vraiment les éléments qu'on a mis de l'avant. Une des questions qui avait été posée, maintenant, si on... Merci. Une des questions qui avait été posée, c'était est-ce qu'il y aura du verdissement pour rendre plus agréable les déplacements? Et donc oui, on a travaillé. Ève, ma collègue, pourra vous en parler tout à l'heure. Donc si on regarde le nouveau partage qui est proposé, c'est 10% pour l'espace des piétons, mais avec un espace de cyclistes, de vélos juste à proximité qui permettent d'apaiser la circulation et les déplacements des piétons. 19% consacrés à l'usage des mobilités actives, notamment cyclables, 23% pour les voies réservées autobus et l'usage autobus, et 43% avec le maintien quand même de 4 voies de circulation véhiculaire, donc 2 voies par direction, qui permet quand même d'avoir l'espace pour les véhicules. Un projet de cette envergure-là, avec des besoins qui veulent aller rejoindre les objectifs d'avoir un réseau express vélo sur ce corridor et l'objectif d'avoir un système rapide par bus, un service rapide par bus. Ça permet d'avoir, ça veut dire qu'il y a différents besoins. Il y a des besoins pour les cyclistes, il y a des besoins pour les transports collectifs. Donc, il a fallu travailler à essayer de trouver les meilleures mesures, les meilleurs éléments qui permettaient de rejoindre les deux besoins, ce qui
qui a entraîné dans certains cas des compromis. Ma collègue Ève Leduc pourra vous en parler tout à l'heure. Si on revient sur les objectifs d'un rêve, donc qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Les objectifs, c'est vraiment d'avoir un réseau structurant dans la ville de Montréal où on peut se déplacer vraiment facilement, que ce soit confortable pour tout type de cycliste, d'utiliser le vélo pour aller dans des grands générateurs de déplacement ou des grands lieux de la ville. Ça doit être accessible aux cyclistes de tout niveau toute l'année, donc 4 saisons par année. Ça doit permettre de franchir des barrières physiques, ça doit améliorer la sécurité et assurer des parcours continus, donc pas de relâchement ou de sécurisation des croisements. Et ça assure la connexion aux grands pôles d'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça toute l'année. L'objectif du SRB, c'est service de bus plus rapide et ponctuel, service fréquent, ligne d'autobus continue, réseau complémentaire permettant de relier les modes lourds structurants qu'on peut avoir dans ce secteur ou qu'on va avoir dans ce secteur, notamment avec le REM, le métro, le train, le SRB P9 par exemple. Confort plus important pour les usagers de transport en commun, signature visuelle différente du réseau d'autobus classique, notamment avec une voie colorée, optimisation des arrêts lorsque nécessaire et priorisation des bus au feu avec des feux prioritaires. Une autre des questions qui nous a été fréquemment posée, c'est la localisation de la piste, étant donné qu'il y a d'autres axes, d'autres pistes cyclables qui sont à proximité. Donc, on nous a demandé pourquoi ajouter une piste cyclable sur Henri Bourassa en parallèle des axes Gouin et Prieur. C'est une question qui est revenue fréquemment. En fait, Henri Bourassa, l'axe Henri Bourassa, ce qu'on propose, le rêve sur Henri Bourassa, dans ce corridor de mobilité durable-là, sera un axe qui sera continu et protégé. Si on regarde la piste Gouin, elle n'est pas continue. Elle est discontinue à certains endroits. Elle est sinueuse. Il y a 5 km de plus sur le trajet. Ça fait à peu près 20 minutes de vélo en plus. Au niveau de la piste sur la rue Prieur, elle n'est pas continue d'est en ouest. Il y a un dénivelé qui est plus important que sur Henri Bourassa, ce qui peut rendre la circulation au niveau des vélos plus compliquée. Henri Bourassa sera un axe 4 saisons, alors que sur la rue Gouin, ça l'est qu'en partie seulement. Henri Bourassa permet de desservir des générateurs de déplacement en toute sécurité. Et Henri Bourassa permet aussi de franchir sans détour les autoroutes et les chemins de fer, donc par mode actif. Maintenant, je vais passer la parole à Pascal Rochon de la STM, qui va pouvoir poursuivre sur les besoins au niveau du transport collectif. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Pascal Rochon. Je suis responsable de l'implantation des mesures préférentielles bus à la STM. Une des questions que nous avons eues, c'est pourquoi un SRB aux heures creuses sur Henri Bourassa? En fait, il faut comprendre que l'axe Henri Bourassa est un axe très fort en transport en commun toute la journée. En termes d'achalandage, quelques chiffres, là, on parle d'environ 12 000 déplacements à l'heure de pointe, mais hors pointe, on parle de 17 000 déplacements. Donc, il y a encore plus de gens à l'heure creuse que durant les heures de pointe. Donc, c'est un axe qui est vraiment achalandé toute la journée. Et on a aussi des problématiques de temps de parcours et de vitesse, là, même durant les heures creuses. Il faut comprendre que l'axe Henri Bourassa a l'avantage d'être un axe continu est-ouest, mais ça a le désavantage d'être aussi un axe continu est-ouest. C'est-à-dire que dès que l'autoroute 15 ou l'autoroute 40 est congestionnée, ben, les gens en automobile utilisent Henri Bourassa comme chemin de détour, ce qui fait que ça vient impacter tous les gens qui utilisent l'axe Henri Bourassa tous les jours. Pour vous donner un exemple, les temps de parcours de transport commun pour la clientèle varient dans ce tronçon-là de 4 à 12 minutes. C'est-à-dire qu'une journée, ça prend 4 minutes. Le lendemain, ça peut prendre 12 minutes. Donc, c'est 3 fois plus long. Pour la clientèle, c'est vraiment quelque chose, c'est difficile de prévoir leur temps de parcours, de prévoir combien de temps ça va leur prendre. Donc, et ça, c'est autant à l'heure de pointe qu'à l'heure creuse. On le voit aussi avec les vitesses des bus. On a une très grande variabilité. Donc, les vitesses des bus sont des fois une journée 9 km/h, des fois 37 km/h. Donc, pour un client, c'est très difficile de prévoir son temps de parcours. Il y a également, évidemment, un grand achalandage, mais également beaucoup de bus qui circulent. Donc, on parle de 800 bus par jour et 650 bus en transit. On peut dire pourquoi les bus en transit, mais les bus en transit qui sont en retard, c'est des bus qui vont se placer pour partir une nouvelle ligne. Donc, tous les clients qui vont embarquer dans cette ligne-là par la suite vont écoper du retard qu'ils vont avoir vécu sur Henri Bourassa. Ça explique également la ponctualité. Là, on a des problèmes de ponctualité autant à l'heure creuse que durant la pointe du matin et de l'après-midi. Environ 30 des bus sont en retard à la période de pointe
Et lors de la période heure creuse, bien, également 10 des bus perdent de la ponctualité. Ça a l'air un peu technique, mais en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de bus. Lorsque les bus rentrent dans le tronçon, bien, lorsqu'ils ressortent du tronçon, bien, ils sont plus en retard que lorsqu'ils sont rentrés. L'avantage d'avoir réservé qu'on va implanter, en fait, c'est justement de permettre à tous les déplacements en transport en commun de ne pas être dépendant des conditions de circulation ou de la congestion là, qu'il peut y avoir sur Henri Bourassa. C'est-à-dire qu'un client qui va utiliser cette ligne-là sur la voie réservée, mais va toujours avoir le même temps de parcours. Donc, oui, on va implanter un axe SRB pour avoir des gains de temps, des temps de parcours performants, mais on veut surtout offrir une ponctualité, une régularité pour les clients pour s'assurer vraiment d'avoir quelque chose de fiable et ponctuel pour eux. Autre question qu'on a eue aussi, c'est est-ce que la fréquence des bus va être bonifiée? Est-ce que la quantité d'arrêts des bus va être réduite pour accélérer les trajets? En fait, il faut comprendre que le service actuellement est déjà très fort. C'est un des axes, si ce n'est l'axe transport commun le plus fort sur l'île de Montréal. Donc, il y a déjà une très grande fréquence, un très grand achalandage. Je l'ai montré tantôt, beaucoup de bus qui circulent sur cet axe-là. En termes de fréquence, c'est entre du 2 à 7 minutes lors de la période de pointe et 4 à 9 minutes en période hors pointe. Donc, c'est vraiment un service très, très fort. Évidemment, on veut quand même améliorer. On vient implanter une infrastructure vraiment performante. Donc, on va bonifier le service actuel pour 2024. Et actuellement, il y a une refonte du réseau qui est prévue dans le secteur. Cette refonte-là du réseau va permettre justement de faire une adéquation entre les besoins de la clientèle et la venue du REM et du SRB le long du parcours. Ce qu'on prévoit, c'est une nouvelle ligne fréquente et continue sur Henri Bourassa. Ça faisait partie des demandes de la clientèle, c'est d'avoir vraiment un lien est-ouest continu entre l'arrondissement Montréal-Nord et l'arrondissement Saint-Laurent. Actuellement, une personne qui veut faire ce parcours-là en autobus doit des fois faire 1 ou 2 ou 3 correspondances. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment une ligne fréquente qui va vraiment desservir le SRB d'est en ouest continuellement entre ces deux arrondissements-là. La mise en place de cette refonte va se faire en synergie avec l'implantation du REM et des prochaines phases subséquentes du projet d'SRB. On va également revoir les arrêts. Donc, le but, c'est évidemment, diminuant les arrêts, on a plus de fréquences, mais en même temps, on ne veut pas non plus réduire l'accessibilité de nos arrêts pour la clientèle. Donc, ça va vraiment d'avoir un équilibre entre performance et accessibilité. Donc, on est en train de revoir le nombre d'arrêts, à quel endroit est-ce qu'ils vont être déplacés. Donc, tout ce travail-là est en cours actuellement. Et on l'a mentionné déjà auparavant, mais il va aussi des feux prioritaires pour bus pour justement bonifier le service et avoir des gains de temps et un service plus fiable et plus performant. Parfait, merci Pascal. Donc, je vous donne la parole à Ève. Merci. Ève Leduc, chef de division aménagement des rues à la Ville de Montréal. Donc là, on va rentrer un peu plus concrètement dans les aménagements qui sont prévus sur Henri Bourassa. Donc là, je commence cette section-là en vous présentant un visuel, en fait, avant-après. Donc un visuel, donc dans le visuel projeté, on voit le REV et le SRB qui prennent leur place dans l'espace. Vous avez ici la mise en plan du corridor de mobilité avec donc une voie qui est dédiée à la mise en place de pistes cyclables unidirectionnelles, donc de type REV, le long du trottoir. Une voie dédiée à la mise en place du SRB avec des mesures préférentielles pour autobus qui sont prévues. On maintient 2 voies de circulation dans lesquelles il y a un planage revêtement de la chaussée qui va être prévu dans le cadre des travaux. On va le voir un peu plus loin aussi dans les diapositives qui suivent, mais on met en évidence aussi la présence des arrêts d'autobus avec des quais universellement accessibles, la présence de débarcadères pour personnes à mobilité réduite. Comme je vous le dis, on va voir tout ça en détail plus loin. On prévoit également ajouter de nouveaux arbres dans le terre-plein central. Et on prévoit également sécuriser toutes les intersections. Je me permets juste aussi de vous rappeler que toutes les questions, le module de questions-réponses va être ouvert à la fin de la présentation. Donc, si vous pouvez attendre la fin de la présentation pour poser vos questions dans le module prévu à cet effet, je vous préviendrai dès que le module sera ouvert. Donc, au niveau des intersections qui sont munies de feux de circulation, on prévoit améliorer l'éclairage en changeant le luminaire de l'éclairage de la rue.
les virages à gauche, lorsqu'ils vont être permis, vont être protégés. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des phases exclusives de virage à gauche avec la voie de virage à gauche qui va être aussi exclusive à ce mouvement-là. Les feux de circulation pour les cyclistes, il va y avoir des feux de circulation dédiés pour les vélos pour gérer leur mouvement indépendamment des mouvements de virage à droite et de virage à gauche. On va avoir des feux prioritaires pour les autobus. Pour les piétons qui traversent l'axe Henri Bourassa, il va y avoir des zones de refuge pour les piétons dans l'axe du Mile central. Et pour les cyclistes, on va avoir aussi des malles de protection pour les cyclistes aux abords des intersections, vraiment pour venir protéger les vélos des mouvements de virage à droite et à gauche. Je voulais aussi ajouter qu'il y a des outils de modélisation qui sont utilisés par les professionnels de la ville de Montréal qui ont permis d'optimiser les aménagements qui vont être implantés sur l'axe Henri Bourassa et puis notamment optimiser tout ce qui est programmation des feux de circulation pour être à la fois le plus efficace possible et à la fois le plus sécuritaire pour tous les modes. Donc, si on poursuit en tronçon, donc on voit aux abords des intersections les quais qui sont universellement accessibles pour les autobus. On va aussi retrouver des débarcadères pour personnes à mobilité réduite. On va rentrer dans le détail un peu plus loin. On voit le maintien des 2 voies de circulation véhiculaire, la plantation d'arbres dans le Mile central. Point important à noter, c'est aux intersections qui ne sont pas munies de feux de circulation, il va y avoir une fermeture du Mile central. L'objectif est de venir sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes pour empêcher qu'ils soient en conflit avec les mouvements de virage à gauche. Ce Mile central sera toutefois franchissable par les services d'urgence. En contrepartie, pour conserver l'accessibilité des quartiers résidentiels et minimiser la circulation de transit, le virage en U aux intersections à feu pour lesquels le virage à gauche est autorisé, le virage en U sera également autorisé à ces intersections-là. Puis toujours dans un objectif, excuse-moi Manon, si tu peux revenir. Toujours dans un objectif de conserver l'accessibilité locale, juste vous mentionner qu'il y a tout un travail d'analyse qui est présentement en cours sur le sens de circulation des rues, donc le sens de circulation des rues transversales en fait, au boulevard Henri Bourassa. C'est pour s'assurer qu'avec les nouveaux mouvements qui sont permis ou interdits, les accès aux quartiers limitrophes seront conservés. Donc a priori, pour le moment, il n'y a pas de changement qui va être planifié en termes de sens de circulation des rues transversales. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des observations terrain qui vont être faites dès la mise en œuvre du réaménagement sur Henri Bourassa. Et ça va nous permettre d'apporter toutes les modifications au sens de rue si le besoin est constaté sur le terrain. Donc là, on va un peu plus en détail sur les aménagements projetés pour le rêve. Donc le rêve, c'est une piste cyclable unidirectionnelle suffisamment large pour permettre soit le dépassement, soit le côte à côte dans le cadre d'accompagnement de jeunes cyclistes, par exemple. On va retrouver donc le marquage distinctif du rêve avec la couleur bleue. Aux abords des intersections et aux abords des différents accès véhiculaires comme les entrées charretières, il va y avoir des mailles protecteurs en béton qui permet vraiment de sécuriser les cyclistes et puis d'encadrer les accès véhiculaires par rapport au mouvement de virage. Et la voie du rêve va être écartée de la circulation par une zone tampon, donc entre la voie du rêve et celle du SRB, par du marquage et du bollard partout où il n'y a pas de mailles en béton. Je vais redonner la parole à Pascal Rochon de la STM qui va vous présenter les aménagements par rapport au SRB. Merci, Ève. Voici, dans le fond, un exemple de ce qui se fait ailleurs. Donc, on s'est basé évidemment sur des exemples qui ont été implantés et qui fonctionnent bien. Ça ne sera pas exactement comme ça, mais c'est pour vous donner une idée là, du concept une fois implanté. Donc, comme on l'a mentionné à quelques occasions, évidemment, des feux prioritaires aux feux de circulation, donc des TSP, des Transit Signal Priority. Ça veut dire que le feu de circulation va s'adapter au passage des bus pour lui donner un prolongement du feu vert.
Il va évidemment avoir des voies exclusives pour les autobus avec de la coloration rouge pour vraiment marquer le pas, pour vraiment montrer que c'est une voie pour le transport en commun. Éviter justement qu'il y ait trop de contrevenants là, qui utilisent cette voie-là en automobile. Donc, ça va vraiment marquer l'espace pour le transport en commun. Il va y avoir évidemment des zones tampons entre le bus et le vélo. Donc, en tronçon, ça va être soit du marquage et des bollards. Et lorsqu'on arrive à certaines intersections, aux intersections, en fait, il va y avoir un maille de béton là, pour vraiment séparer, avoir une zone tampon. Également, aux arrêts d'autobus, il va y avoir un aménagement particulier qu'on va voir dans la prochaine diapo. C'est un quai exactement. Donc, à cet endroit-là, pour vraiment démontrer qu'on arrive pour les cyclistes à un endroit particulier où il va y avoir des piétons, des clients de l'autobus qui vont débarquer. En fait, le rêve ou la piste cyclable va être réduite à l'approche du quai d'autobus. Il va y avoir aussi une surélévation, c'est-à-dire que lorsque le cycliste va arriver, il va être au même niveau là, que le trottoir et il va y avoir également du marquage de traverse piétonne pour vraiment montrer aux cyclistes, attention, tu arrives dans un endroit où il va y avoir des piétons, des clients de l'autobus qui vont débarquer. Même chose pour les clients de l'autobus qui vont débarquer. Donc, le marquage va leur dire, attention, vous arrivez dans une zone et le quai, évidemment, va permettre, en termes de largeur, d'être universellement accessible pour les personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dalles podotactiles du côté du quai. Du côté du trottoir, lorsque le trottoir va être fait, on va en ajouter aussi. Et la largeur va permettre justement d'avoir quelque chose de sécuritaire pour pas que les gens débarquent directement dans la piste cyclable. Donc, il va y avoir un espace pour eux une zone tampon sécuritaire et du marquage dans la piste cyclable après pour dire, attention, là, vous traversez une piste cyclable. Je vais donner la parole, je redonne la parole à ma collègue Ève. Oui, merci Pascal. Donc, plus spécifiquement, on va aussi construire deux quais de débarquement en béton pour les personnes à mobilité réduite. Donc, les deux sites visés par des débarcadères sont les habitations d'Auteuil et les habitations de Nicolas-Viel. Donc, ils vont avoir leur quai de débarquement sur le corridor Henri Bourassa. Donc, à l'image des quais pour autobus, on va avoir une surélévation de la piste cyclable pour s'assurer d'avoir la piste cyclable à hauteur du quai et à hauteur du trottoir. Donc là encore, la largeur de la piste cyclable va être réduite et il va y avoir des traverses pour piétons marquées jaune. Donc l'objectif étant vraiment d'identifier cette zone d'interaction entre les piétons et les cyclistes pour faire ralentir notamment les cyclistes dans l'axe du rêve. Donc, au niveau du stationnement sur les rues transversales, il y a eu beaucoup de questions aussi par rapport au fait que le stationnement serait plus permis sur Henri Bourassa. Donc, effectivement, avec la suppression du stationnement, il y a un travail en cours qui est en train d'être fait pour modifier en fait la réglementation du stationnement sur les rues transversales et notamment aux abords du boulevard en proposant l'ajout de places de courte et de moyenne durée pour permettre aux clients des différents commerces de venir se stationner facilement sur les transversales à proximité des commerces et des institutions. Là encore, il va y avoir une évaluation de la situation dès l'année prochaine qui va nous permettre d'ajuster l'offre en stationnement en jouant notamment sur la réglementation et répondre adéquatement aux différents besoins des usagers, des commerçants et de la clientèle. Donc, avec le retrait du stationnement sur Henri Bourassa, il y a eu beaucoup de préoccupations en lien avec la livraison sur le boulevard. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'en 2024, les livraisons seront autorisées dans la voie du SRB sur Henri Bourassa dans la zone commerciale, donc entre les rues Meilleure et La Jeunesse, mais seulement en dehors des périodes de pointe du SRB. Par contre, en 2025, il va être prévu de prolonger l'exclusivité du SRB, si je puis dire, toute la journée. Donc, mais ça va nous laisser le temps, en fait, de poursuivre les observations de terrain, de poursuivre les discussions avec les commerçants, de poursuivre les analyses afin de trouver les meilleures solutions et de mettre en place des alternatives pour la livraison qui va répondre au mieux aux besoins des commerces. Donc, on va y aller vraiment de manière évolutive. Donc, avant de vous parler des prochaines étapes, donc, je vous mentionne que le module, en fait, pour poser vos questions s'ouvre. Donc, vous pouvez dès à présent commencer à poser vos questions et on tentera d'y répondre par la suite.
Donc, on vous rencontre aujourd'hui en décembre pour vous présenter donc plus en détail le projet et on prévoit rendre disponible le rapport de la démarche de concertation sur la plateforme Réalisons Montréal au courant de l'hiver 2024. On va venir de nouveau vous rencontrer au printemps 24 avant les travaux lors d'une séance d'information. On va vraiment venir vous présenter quels vont être les phasages des travaux, la durée, etc. Donc, répondre aussi à toutes vos questions au sujet des travaux en tant que tels. Ces derniers vont avoir lieu donc entre le printemps et l'automne 2024. En 25, on va poursuivre avec les travaux de la phase 2, donc entre les rues La Jeunesse et Récollet. Comme mentionné, je reviens peut-être juste dans la partie, excuse-moi, comme mentionné, en fait, tout au long de la présentation, on va s'assurer de procéder à un monitoring, en fait, dès l'année prochaine pour faire des observations terrain et intervenir en conséquence pour répondre à des enjeux ou problématiques qui auraient été observés. Donc, c'est pas parce que les travaux vont être faits en 2024 qu'on va pas pouvoir y apporter des modifications par la suite. Puis, par ailleurs, on va poursuivre aussi tout l'exercice de consultation auprès des citoyens pour vous maintenir informés finalement de toutes les prochaines étapes. Donc, merci de votre attention, puis on va pouvoir répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On a pris un petit peu d'avance. Donc, on va commencer une période de questions pour 45 minutes pour débuter, puis on va voir ensuite là, si on poursuit ou non. On ne veut pas que les gens nous quittent non plus en cours de rencontre. Actuellement, on a 212 participants qui sont en ligne. Donc, on vous remercie de votre participation. Je vous rappelle le fonctionnement du module questions-réponses. Donc, vous pouvez le voir dans la barre en bas de votre écran. Et donc, vous pouvez poser vos questions. Si vous mettez des questions dans le module discussion ou chat, ils ne seront pas pris en compte. Donc, c'est vraiment dans le module questions-réponses, puisqu'on est beaucoup en ligne. Là, on a toute une équipe là, qui gère les questions ici là, dans une autre salle. Donc, il y a des questions qu'on va répondre à l'oral. Il y a des questions qui vont être répondues directement à l'écrit dans le module questions-réponses. Et si je ne me trompe pas, tout le monde va voir la réponse dans ces cas-là. Et il y a des réponses aussi qui seront répondues dans un foire aux questions qui vont être mises sur Réalisons Montréal, comme disait Mme Leduc, là, au début 2024. Donc, je demande votre compréhension. Là. Je suis consciente que c'est une formule qui peut parfois être difficile là, de poser des questions à l'écrit, mais il y aura probablement plus de questions que ce qu'on va être en mesure de répondre ce soir. On va tout de suite commencer avec des questions qui ont été fréquentes, qui nous ont été posées là, par écrit avant la rencontre. Donc, la première question va être adressée à Mme Manon Wolfart de la Ville de Montréal. La question est: comment le projet prend-il en compte les besoins des cyclistes qui ne peuvent se déplacer à vélo ou à pied pour des raisons d'âge ou de handicap? Madame Wolfart, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci pour votre question. Merci pour toutes les questions. On va essayer de répondre au mieux. Donc vraiment, l'objectif du corridor de mobilité durable, c'est vraiment de s'adapter à tous les besoins accessibles à toute personne, tout âge, tout type de mobilité confondue, tout en maintenant une sécurité pour les différents usagers qu'on veut rencontrer sur le boulevard. Donc vraiment, on veut venir construire aussi des débarcadères en accord avec la STM et les services d'accessibilité universelle accessibles à toute personne. C'est pour ça aussi qu'on a proposé devant les résidences pour aînés aussi des débarcadères qui vont pouvoir répondre vraiment à des besoins en termes de mobilité et de sécurité. La largeur aussi de la piste cyclable permet aussi aux différents usagers aux différents âges d'usagers aussi de pouvoir se déplacer en toute sécurité, chacun à leur rythme pour pouvoir vraiment se dépasser en maintenant aussi la sécurité aux intersections. Merci. Merci, Mme Wolfart. La deuxième question va être adressée à Mme Julie Guichetot de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. La question est: est-ce que les places de stationnement payants avec parcomètre seront installées sur les rues transversales afin que les commerçants situés sur Henri Bourassa puissent garantir la disponibilité de stationnement à leurs clients?
Oui, bonsoir tout le monde. Julie Guichetot, chef de division mobilité et déplacement pour l'arrondissement d'Antique-Cartierville. Donc, oui, sachant que l'objectif de la ville, c'est de favoriser le développement commercial, on est en train de faire les analyses pour la meilleure façon d'optimiser le stationnement sur les rues transversales pour à la fois répondre aux besoins des résidents et des commerçants. Donc, en ce moment, ce qui est étudié, c'est toutes sortes d'options. C'est à la fois du stationnement tarifé, donc des parcomètres, des stationnements à temps limité, là, dans 15 minutes, 60 minutes ou 2 heures. Puis aussi des vignettes pour les résidents là, de stationnement sur rue réservé aux résidents. Merci, Mme Guichetot. Donc, une question qui est revenue aussi fréquemment avant la rencontre. Pourquoi ne pas inclure les véhicules en covoiturage dans le service rapide pour bus, SRB? Donc, SRB, ça veut dire service rapide pour bus. Monsieur Pascal Rochon, s'il vous plaît. Bonjour. En fait, il faut comprendre que la nature même d'un SRB, c'est d'offrir un service fiable, ponctuel et lui dédier une infrastructure permanente, donc en tout temps. Donc, le but, évidemment, c'est de lui offrir un espace pour le bus seul. Donc, tout type d'autres modes, là, par exemple, comme le covoiturage, risque justement d'augmenter les conflits, d'augmenter les interactions et surtout aux intersections, de bloquer l'autobus. Il faut comprendre qu'on va implanter des feux prioritaires. Pour que ça soit efficace pour l'autobus, ils ne doivent pas avoir le véhicule en avant de lui pour profiter de cette priorité-là. Donc, c'est pour ça que tout type autre que le bus est interdit là, dans ce type d'infrastructure SRB. Merci. Donc, la prochaine question, une préoccupation envers les commerçants du boulevard Henri Bourassa. Quel avenir pour les commerçants d'Henri Bourassa puisqu'ils devront se contenter des clients à proximité si vous enlevez les stationnements? J'adresse la question à M. Bourque, Louis-Henri Bourque, s'il vous plaît. Pardon? Ah, excusez-moi, on a un petit problème technique et M. Bourque va répondre. Oui, mais premièrement, comme on l'a dit dans la présentation, nous sommes allés sur le terrain rencontrer les commerçants. Plusieurs mesures sont proposées suite aux préoccupations qui nous ont été exposées par les commerçants. Ma collègue Ève a parlé d'une des mesures, puis Julie en arrondissement sur la gestion du stationnement sur les rues transversales. On a procédé aux études, au comptage, et on a les espaces pour pouvoir fournir des espaces soit de stationnement à courte durée, jumelés à des zones de livraison aussi sur les transversales, et également prévoir aussi de maintenir une capacité pour les résidents. Donc, tout ça va être fait. Également, pour les résidents, comme on le mentionne aujourd'hui, une des principales préoccupations, puis on veut poursuivre le dialogue avec les commerçants, c'est les livraisons. Donc, d'où la proposition aujourd'hui d'ouvrir justement la possibilité des livraisons en dehors des heures de pointe au niveau de la voie réservée pour poursuivre le dialogue puis d'évaluer les meilleures mesures pour toujours maintenir, évidemment, les opérations des différents commerces. Je veux aussi mentionner qu'on travaille conjointement avec l'arrondissement, les commissaires au développement économique, pour s'assurer de monitorer les impacts durant toute l'année prochaine et pour s'assurer aussi d'être coordonnés avec tous les commerçants sur le tronçon. Évidemment, on espère qu'avec l'implantation et les aménagements, on va pouvoir évidemment maintenir la desserte, l'accessibilité au commerce, mais même pouvoir amener des nouvelles clientèles sur l'artère. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bourque. Quand je vous disais qu'on ne pourrait peut-être pas répondre à toutes les questions, là, on a déjà plus de 75 questions posées dans le module questions-réponses, mais la prochaine porte sur le verdissement. Je l'adresse à M. René Molinier de la Ville de Montréal. Les arbres au milieu du boulevard dans le terre-plein ne vont pas fournir d'ombre pour les gens qui font du transport actif l'été et ne serviront pas de brise-vent l'hiver. Pourquoi les prévoir à cet endroit? Oui, bonsoir. Merci pour votre question. De par la nature du projet, donc, on procède à un réaménagement rapide du boulevard à court terme. Donc, ça consiste à ne pas reconstruire l'entièreté
des aménagements de rue. Donc, tout le réaménagement qui est proposé est fait entre les bordures existantes, donc les bordures de trottoirs et de terre-plein existants. Actuellement, au niveau des trottoirs, la largeur ne permet pas l'ajout de plantations d'arbres, alors qu'il y a un potentiel au niveau du terre-plein central. Donc, c'est là qu'on propose de planter des arbres pour augmenter la canopée, puis réduire la minéralisation là, présente sur le boulevard actuellement. Merci. Une autre question qui porte sur la circulation pour M. Bourque. Avez-vous mesuré l'impact sur la fluidité de la circulation, principalement aux heures de pointe, Berry, La Jeunesse, Pont-Viaud? Ça ne sera pas long. Excellent. Excusez-moi pour les problèmes techniques. Donc, c'est important de mentionner que les études d'impact sont basées sur des hypothèses et de réduction véhiculaire en lien avec des changements de comportement anticipés. Et plutôt que de travailler avec des hypothèses théoriques, la Ville de Montréal favorise l'utilisation, comme on le mentionnait, notamment d'outils de modélisation, d'analyse de circulation pour identifier les nœuds du réseau et optimiser les aménagements. Ma collègue Ève a présenté différentes mesures. On parle des virages en U, le blocage notamment du mail central, mais ce sont tous des interventions qui ont été réfléchies pour limiter notamment la circulation sur les rues locales, maintenir l'accessibilité au commerce, l'accessibilité au quartier. Donc, c'est à travers ces logiciels de modélisation et d'analyse qu'on vient optimiser les aménagements. Puis, un autre élément qui est important de mentionner, c'est que suite à l'implantation, un suivi terrain, un monitoring va être réalisé et des ajustements pourront être faits notamment sur la programmation des feux de circulation si requis pour s'assurer que de faire les ajustements requis par rapport à la situation réelle. Donc, on préfère vraiment se baser sur la situation réelle que de travailler sur des hypothèses. Merci. Merci beaucoup. Une question maintenant qui s'adresse à la STM. Donc, M. Olivier note. Sur la rue Sauvé, il y a déjà du marquage distinctif pour les voies réservées pour les autobus. Malheureusement, une minorité d'automobilistes ne respectent pas ces voies. Quelles sont les mesures possibles pour s'assurer du respect des voies réservées? Merci pour la question. Donc, effectivement, le marquage coloré apporte une signature distinctive et permet un meilleur respect de la voie réservée. Toutefois, dans le cadre du projet Henri Bourassa, le marquage va être plus visible, va être différent de l'axe Côte-Vertu. Et aussi, il faut bien comprendre aussi que dans un premier temps, il sera nécessaire de mettre en place des interventions, notamment avec nos partenaires que sont les squads de mobilité, l'agence de mobilité et le SPVM, notamment à travers des campagnes et des interventions ciblées, car ce sera important dans un premier temps de marquer le coup pour faire respecter la voie réservée. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour la STM, pour M. Rochon. Pourquoi les voies d'autobus ne sont pas au centre du boulevard, comme c'est le cas pour P9? En fait, il faut comprendre que le type SRB, ce n'est pas seulement un type comme P9. Là, il y a plusieurs modèles de SRB qui existent. En fait, ce qu'on voulait, évidemment, comme on l'a mentionné précédemment dans la présentation, c'est que l'axe Henri Bourassa est un axe très fort actuellement et il y a des problématiques de circulation des bus. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment implanter quelque chose rapidement pour régler les problématiques de circulation des bus et de offrir une infrastructure cyclable est-ouest sur l'axe en entier. Mais tout ça en gardant à l'esprit que on ne veut pas que les aménagements bloquent un futur projet qui serait un peu plus lourd à moyen long terme. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est implanter quelque chose de rapidement pour régler les problématiques et rien n'empêche que ce qu'on est en train d'implanter vienne bloquer, dans le fond, au contraire, tout ce qui est mis en place pourrait être intégré dans un projet futur d'un SRB qui serait, par exemple, on peut penser, par exemple, un P9 là, au centre. Excusez-moi, virtuel, petit problème technique. Donc, une question pour Mme Volvart. Pourquoi ne pas mettre les cyclistes, transports collectifs et automobilistes tous ensemble dans la même voie? Merci.
En fait, c'est vraiment l'objectif est vraiment de sécuriser l'ensemble des modes, d'offrir vraiment à l'ensemble des modes aussi un axe rapide aux différents générateurs de déplacement qui se retrouvent sur l'axe. L'axe Henri Bourassa est un axe important sur le nord de l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment de venir raccorder les citoyens, les quartiers qui sont autour, qui sont traversés par cette fracture que fait actuellement Henri Bourassa pour offrir vraiment un cocktail de mobilité sécurisé et assurer vraiment le confort, tant pour les déplacements en transport collectif, en transport actif, donc cyclistes, piétons également, tout en continuant aussi de maintenir cet axe qui est actuellement véhiculaire et qui est un axe important aussi pour tout ce qui est livraison, camionnage, mais tout ce qui est aussi véhicules qui circulent sur l'axe. Merci. Les 2 prochaines questions sont pour Mme Vessière. La première, est-ce qu'il va y avoir des changements sur les rues secondaires comme Prieure, retour à 2 sens, par exemple, suite à l'implantation de ce projet? Donc, pour le moment, en fait, il n'y a aucun changement de sens de rue de changement de sens unique, pardon, qui est prévu sur les rues secondaires. Par contre, on va faire une supervision, un monitoring qui va être fait au niveau du secteur, qui va être effectué quand on va implanter le projet afin de voir est-ce qu'il y a besoin de faire des ajustements ou non en fonction de la situation. Mais pour le moment, dans les analyses qu'on a fait, les analyses préliminaires, il n'y a pas de besoin de faire de changement de sens de rue. Et la deuxième question, donc la personne nous remercie pour la présentation, dit que c'est un projet intéressant. Quel est l'échéancier pour prolonger le corridor à l'ouest de l'Acadie? C'est un secteur très problématique. On vise à ce que le projet soit complété dans son ensemble d'ici 2027. C'est sûr que c'est un projet, comme vous avez vu, qui est assez long avec beaucoup de défis à traverser. Et donc, on y va phase par phase et on y va aussi en lien avec le service que la STM pourra mettre en place. Donc, c'est une partie qui sera complétée plus à l'horizon 2027. Merci. Les 2 prochaines questions sont pour la STM, M. Rochon. La première question, est-ce que les arrêts d'autobus seront déplacés? On est en train justement d'analyser les arrêts d'autobus actuels. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, dans le fond, évidemment, réduire le nombre d'arrêts permet de gagner des gains de temps, mais en même temps, on veut pas non plus perdre l'accès aux clients, là, les obliger à faire des longs temps de marche. Donc, c'est vraiment une analyse où on regarde les gens à chacun des arrêts. Il y a combien d'achalandages, combien de personnes utilisent cet arrêt-là. Ils s'en vont où, ils se destinent où, ils viennent de où. On regarde aussi la question de sécurité. On ne veut pas obliger les gens, des fois, à faire 2 traverses d'intersection. Donc, c'est vraiment une analyse complète qu'on est en train de faire pour justement réduire le nombre d'arrêts, parfois les déplacer de l'autre côté de l'intersection pour éviter justement que les automobiles qui tournent à droite bloquent l'autobus. Donc, avec les feux prioritaires, l'autobus va pouvoir se ranger, dépasser et aller faire son arrêt de l'autre côté de l'intersection. Donc, c'est un ensemble de mesures qu'on est en train d'étudier pour revoir les intersections et les arrêts à chacune des intersections de la rue Henri Bourassa. Et la seconde question, il y a un commentaire. J'habite le quartier et j'ai très hâte d'utiliser la voie réservée pour bus ainsi que le REV. De ce que je vois, les voies réservées seront interrompues aux lumières pour permettre le virage à droite. N'y a-t-il pas un risque qu'on perde l'efficacité de la voie réservée? Peut-on vraiment parler d'un SRB? En quoi est-ce différent d'une voie réservée régulière? En fait, c'est un tout. Comme j'ai mentionné tantôt, je vais essayer de répondre aux 3 questions. En fait, les SRB il y a plusieurs types de SRB. Là, on parle plutôt d'un SRB de type léger, c'est-à-dire que c'est une infrastructure un peu plus légère que quelque chose au centre, mais on a quand même une voie réservée permanente. On a des arrêts, des stations un peu plus bonifiées, justement, avec l'interaction avec le REV. Il y a des feux prioritaires. En fait, justement, comme j'ai mentionné tantôt, c'est qu'on va possiblement déplacer les arrêts de l'autre côté de l'intersection pour éviter justement que les autobus soient pris derrière les véhicules qui tournent à droite. C'est-à-dire que l'autobus va pouvoir se ranger et faire son arrêt de l'autre côté de l'intersection avec le prolongement du feu vert. Donc, de cette façon-là, on évite justement de perdre du temps aux intersections et d'être bloqué le temps que les véhicules tournent à droite. Et bon, puis pour répondre un peu pourquoi on parle d'un SRB et en quoi c'est différent d'une voie réservée, mais comme j'ai mentionné tantôt, on est en site propre, on a une coloration rouge, des aménagements un peu plus bonifiés, un élément visuel, là, possiblement pour les abribus, peut-être d'avoir un marketing un peu là-dessus. Donc, c'est un ensemble là, de mesures qui fait que c'est davantage qu'une voie réservée standard pointe AM et PM. On va maintenant à 2-3 questions pour M. Molinier.
de la ville. Première question, est-ce que l'accès au Collège Bois de Boulogne sera affecté? Oui, merci pour votre question. L'accès au collège sera effectivement maintenu. Donc, d'abord, pour les véhicules, l'ensemble des manœuvres qui sont actuellement permises, que ce soit les virages à droite ou virages à gauche, seront maintenus dans l'aménagement projeté. Du côté des autobus, là, effectivement, les arrêts d'autobus de la STM et de la STL seront maintenus à proximité de l'intersection Bois de Boulogne-Henri Bourassa. Pour les cyclistes, en fait, on va aménager des passages qui permettront aux cyclistes de cheminer vers le cégep sans avoir à passer par l'intersection Bois de Boulogne-Henri Bourassa. Et du côté des piétons, donc, on vient sécuriser l'ensemble des traverses avec des feux piétons à décompte numérique et des zones de refuge pour les piétons pour traverser le boulevard Henri Bourassa. Merci. On a une autre question qui touche les virages à droite. Donc, pour M. Molinier encore, est-ce que le virage à droite sera permis pour les automobilistes? Et on fait quoi pour les virages à droite où il y a des feux de circulation et là où il n'y en a pas? Oui, donc actuellement, comme vous le savez, les virages à droite sont permis. Ils seront permis dans l'aménagement projeté également. D'abord, au niveau des intersections qui ne sont pas gérées par des feux de circulation, il y aura un court relâchement de la voie réservée pour éviter que les véhicules n'aient à couper les autobus là, perpendiculairement pour compléter leur virage à droite. Et ça leur permettra également d'avoir une bonne visibilité des cyclistes et des piétons qui circulent le long du boulevard. Au niveau des intersections qui sont gérées par des feux de circulation, en fait, les mouvements seront séparés. Donc, les virages à droite seront autorisés pour les véhicules avec encore un relâchement de la voie réservée. Mais au niveau de la programmation des feux de circulation, donc le virage à droite des véhicules, il sera interdit pendant que les cyclistes et les piétons traversent parallèlement aux véhicules. Donc, les mouvements de virage à droite, cyclistes et piétons, ils sont complètement séparés dans le projet qu'on vous propose ce soir. Donc, une question qui porte aussi sur la sécurité des cyclistes. Comment prévoyez-vous assurer la sécurité des cyclistes pour les protéger des entrées et sorties des automobilistes fréquentant les stationnements des commerces qui sont sur Henri Bourassa? Oui, merci pour la question. Naturellement, il y a beaucoup de commerces sur le boulevard. Toutefois, la grande majorité de ces commerces-là ne disposent pas d'un stationnement hors rue. Lorsque ça arrive dans cette minorité de situations, les accès vont être balisés en amont et en aval par des mailles en béton pour favoriser là, une vitesse de circulation faible des véhicules qui doivent couper la piste cyclable. Et également, un marquage distinctif sera marqué au sol pour avertir les cyclistes qu'il s'agit là d'une zone de conflit. Donc, la prochaine question, je vais la diriger à Manon Wolfa. C'est une question d'ordre général. Jusqu'à quel point avez-vous vraiment l'intention de tenir compte des commentaires, des demandes et des constats des résidents? Merci. L'objectif, c'était vraiment de rencontrer vous, résidents, les commerçants, les organismes communautaires du secteur en amont pour pouvoir vraiment prendre vos considérations dans les concepts. Donc, c'était vraiment un exercice qui a été commencé plus tôt cette année et qui est venu vraiment enrichir la proposition qu'on vous fait ce soir. Donc, merci d'avoir participé à cet exercice-là, notamment le sondage Réalisons Montréal en ligne avec la carte interactive qui a vraiment permis de cibler les endroits où vous avez épinglé des informations pour pouvoir prendre en compte dans le concept, notamment tout ce qui est sécurisation de certains croisements, ce que vous avez pu observer vivant et autour de ce secteur-là. Ce qu'on a aussi pu faire, c'est vraiment venir rencontrer tous les commerçants de l'Axe à travers un sondage, mais aller les rencontrer pour voir vraiment leurs enjeux de livraison, pour avoir vraiment une réponse à leur offrir ce soir et aussi une réponse qui va pouvoir évoluer dans le temps et qu'on va pouvoir
continuer aussi à faire évoluer à la suite de l'implantation du projet. Toutes les informations que vous nous donnez nous permettent aussi de bonifier tant effectivement le concept qu'on a aujourd'hui pour le lot qui va être fait l'année prochaine, mais ça nous permet aussi de venir bonifier par la suite ce qu'on va pouvoir proposer pour les différentes phases du projet. Merci. Je prends quelques secondes pour vous remercier de votre participation. Là, on est toujours 200 personnes en ligne, puis on a plus de 100 questions qui ont été mises dans le question-réponse. Donc, la prochaine question, on l'adresse. Et donc, je répète là, que les réponses qui ne seront pas répondues à l'oral vont l'être là, par écrit et transmis dans un courriel par la suite, là, le lien vers Réalisons Montréal pour la foire aux questions. Donc, on répond le plus possible qu'on peut ce soir. Donc, la prochaine question pour M. Rochon à la STM. Le marquage sera-t-il plus coloré que celui sur Sauvé qui est très pâle? On le voit à peine. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous aussi, on s'est rendu compte que on le voit à la peine. Ce type de marquage-là qui a été implanté sur Sauvé, c'est beau la première année. Par la suite, ça grisonne beaucoup, ça devient pratiquement la même couleur que l'asphalte. Donc, on est conscient de ça. On a fait des tests avec de nouveaux produits sur le marché, beaucoup plus visibles. On a fait des tests d'adhérence, de durabilité. Et le produit là, ciblé là, devrait être beaucoup plus visible et beaucoup plus frappant là, pour vraiment démarquer la voie réservée bus par rapport aux autres voies de circulation. Merci. La prochaine question, je la dirige à Mme Vézière. Avez-vous l'intention de refaire un sondage afin de valider que le projet rencontre les besoins des citoyens qui jugent Henri Bourassa non confortable et sécuritaire? Nous allons faire un monitoring, un plan de suivi sur le volet commercial et sur le volet de l'aménagement. C'est sûr qu'on fera aussi des relevés, on fera aussi des observations et on va trouver une façon aussi de maintenir le lien, de maintenir le contact à travers les outils qu'on peut avoir, que ce soit la plateforme Réalisons Montréal et on pourra regarder si nécessaire d'aller plus loin à ce moment-là. Mais pour le moment, ça fait partie des choses qui vont être à travailler. Par contre, aussi, il y aura des séances d'information qui vont être faites, comme le disait ma collègue tout à l'heure, au moment du projet et au moment de la réalisation. Merci. Une question maintenant sur la vitesse de circulation. Quelle sera la vitesse de circulation de véhicules sur le boulevard Henri Bourassa? Est-ce que Mme Guichetot, vous pouvez répondre? Il n'est pas prévu de modifier la vitesse de circulation, donc ça va rester à 50 km/h. Merci. Une autre question pour Mme Guichetot. Il y aura des mesures pour rendre le boulevard Gouin plus sécuritaire pour les piétons? Y aura-t-il des mesures pour rendre le boulevard Gouin plus sécuritaire pour les piétons, étant donné que la circulation sera probablement plus dense à la suite de l'implantation du corridor de mobilité durable? Des observations vont être faites là, une fois le corridor de mobilité durable en place. Puis s'il y a un besoin, oui, on pourra implanter des mesures d'apaisement de la circulation. Donc, une autre question pour vous, Mme Guichetot. Comment sera gérée la collecte des ordures sur le boulevard Henri Bourassa? Alors, comment on fonctionne quand il y a une piste cyclable de ce style-là, c'est que les résidents doivent déposer leur matière résiduelle dans la zone tampon qui est entre la piste cyclable et la voie de circulation. Dans ce cas-ci, ça serait entre la piste cyclable et la voie réservée. Puis, il va y avoir des communications faites aux résidents là, pour spécifier exactement comment faire. Donc, maintenant, une question pour M. Molinier. Il y a plusieurs largeurs des espaces de débarcadère des autobus. Y a-t-il plusieurs largeurs des espaces de débarcadère des autobus? Par exemple, plus large en face de la station de métro qu'à un endroit moins fréquenté. Donc, est-ce qu'au cours du parcours, est-ce qu'on va avoir différentes tailles de débarcadère? Oui, effectivement. Donc, merci pour votre question. En fait, les quais pour autobus qui seront déployés sur le boulevard Henri Bourassa, ils vont tous avoir une largeur plus grande de 2 mètres le long du boulevard
mais on travaille étroitement avec la STM pour les concevoir selon les besoins des usagers, puis l'utilisation des autobus, les montants descendants des autobus. Donc, effectivement, vous faites référence à la station de métro devant l'édicule de station de métro Henri Bourassa, donc au sud-ouest de l'intersection Berry-Henri Bourassa. On propose un quai pour autobus là, pour le débarquement des usagers qui est plus large qu'ailleurs. Donc, il atteint presque 3 mètres de largeur pour prendre en compte les nombreux usagers qui débarquent à cet endroit-là. Merci. La prochaine question s'adresse à Ève Leduc de la Ville de Montréal. Avez-vous analysé l'impact sur les rues résidentielles avoisinantes pour éviter que les automobilistes empruntent celles-ci comme raccourci? Oui, merci. Donc, comme je le mentionnais dans la présentation, il y a tout un travail déjà de modélisation qui a été fait pour optimiser les feux de circulation sur l'axe Henri Bourassa dans l'objectif de venir optimiser la fluidité sur le corridor. Il y a tout ce qui est la question des virages en U aussi, qui sont des éléments qui nous permettent de limiter le transit par les rues locales. Tout l'exercice de changement de sens de rue aussi ont été faits dans ce sens-là, à savoir comment minimiser l'impact sur les rues locales. Ceci étant dit, c'est certainement le monitoring qu'on va mettre en place l'année prochaine qui va nous permettre d'évaluer réellement et concrètement l'impact que ça va avoir sur les rues locales et qui vont nous permettre d'ajuster et mettre des mesures d'apaisement de la circulation ou d'autres alternatives. Donc, ça va être vraiment en réponse à toutes ces analyses sur le terrain. Merci. La prochaine question, peut-être qu'on pourrait remettre la présentation, parce que je pense que on répondrait avec l'image qu'on avait là. On m'a enlevé la question. Donc, je vais passer à une autre question. Désolée. Donc, une question pour Manon. Vous mentionnez que 90 des commerçants ont répondu, mais vous ne mentionnez pas sur combien de commerçants totaux qui ont été rencontrés et ont répondu. Merci. Effectivement, 90 commerçants ont été rencontrés et ont répondu à notre sondage. Le total des commerçants sur ce tronçon-là, pardon, c'est 110 commerçants. Donc, on est allé rencontrer vraiment sur place. On a vraiment eu des beaux échanges avec les différents commerçants. Je salue les commerçants s'il y en a qui sont présents avec nous ce soir et j'espère qu'on peut répondre à un certain nombre de leurs questions et interrogations qu'ils avaient lors de notre visite sur les lieux. L'automne dernier, on était donc quelques-uns vraiment à aller à leur rencontre. On a eu des échanges qui ont pu vraiment enrichir le concept du corridor Henri Bourassa. Donc 110 commerçants pour répéter, pour bien clarifier la réponse. Merci. Merci, Madame Wolfart. Donc, une question pour Ève Leduc de la Ville de Montréal. Est-ce que les trottoirs seront élargis? Ils sont bien petits. 5 de verdissement est équivalent à ce qu'il y avait avant. On pourrait travailler pour ajouter un peu plus. Ben, comme l'a répondu mon collègue René, on ne touche pas à la géométrie de la rue. Là, c'est vraiment un exercice de repartage de la chaussée. Donc, là où on peut ajouter du verdissement, c'est vraiment vis-à-vis du terre-plein central. Donc, on ne retravaille pas la largeur du trottoir. Là, c'est vraiment au niveau du terre-plein central qu'on peut ajouter du verdissement par rapport à l'opportunité qu'on en a dans le cadre de ce projet-là. OK. Donc, on va représenter quelques images des aménagements du boulevard Henri Bourassa pour présenter quelques aménagements parce qu'il y a plusieurs questions là, sur les aménagements, puis une image vaut 1000 mots. Donc, je pose la question à M. Molinier. C'est pas celle-là. Excusez-moi. Est-ce que vous avez besoin de l'image pour celle-là? Ou est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour les...
représenter quelques aménagements? C'est pour la question des arrêts d'autobus. Pour la gouverne de tous les participants, il y a plusieurs questions sur comment va être géré les passages justement des trottoirs vers les arrêts d'autobus, etc. Je pense qu'une image vaut 1000 mots, donc on tente vraiment de vous sortir les images. Puis peut-être de façon générale, on avait vraiment travaillé les aménagements pour tenir compte des différents facteurs qu'on vous a présentés au niveau de la vision. Donc, autant la sécurité urbaine a été tenue en compte, autant la fluidité pour améliorer l'efficacité des réseaux d'autobus sur la voie réservée a été considérée. Les impacts sur la voirie locale ont été un intrant évidemment majeur. Et oui, on était à l'écoute des différents commentaires qu'on a reçus pour arriver à des aménagements qui sont des aménagements toujours des aménagements qui sont optimaux selon la condition actuelle. Donc, on va vous présenter maintenant un aménagement sur la rue qui a déjà été réalisée sur Vigée avec un arrêt d'autobus. Pour donner un répit à mes collègues, je vais vous présenter le type d'aménagement qui est proposé. Donc, on voit ici en plus avec un commerce qui est en rive, une voie cyclable type REV qui est implantée et un autobus avec arrêt. Donc, on voit ici que des plaques pododactyles sont installées, évidemment, pour que les personnes à mobilité réduite, les personnes avec certains handicaps, puissent vraiment être conscients de la présence d'une voie cyclable. Il y a les marquages au sol, évidemment, qui sont assurés en angle avec les accès qui doivent être faits dans l'autobus. On le voit que c'est même prévu dans ce cas-là des autobus. C'est le type d'aménagement qui va être favorisé sur Henri Bourassa pour permettre qu'il y ait une bonne cohabitation entre les différents modes. Donc, tous les utilisateurs ont été considérés dans les aménagements qui sont proposés. Évidemment, les commerçants ont été considérés, les résidents. Et aussi, on le mentionne, puis ça aussi, c'est important de le mentionner, c'est qu'on a travaillé avec les institutions qui sont, les institutions puis les partenaires qui sont le long de l'axe, aussi pour les débarcadères. Donc, c'est sûr qu'à certains moments, on veut éviter que l'autobus ait à contourner des véhicules. Ça pourrait arriver ponctuellement. C'est sûr qu'on a tenté de le limiter au maximum, mais dans certains cas, au niveau des débarcadères, il pourrait arriver ponctuellement, mais c'est une situation qu'on tente vraiment d'éviter. Donc, ça vous donne une bonne idée du type d'aménagement qui ont été intégrés pour répondre à plusieurs questions que nous avons reçues au niveau du type d'aménagement et comment la cohabitation va se faire. C'est sûr aussi qu'on mise beaucoup sur un changement de comportement, un changement au niveau des habitudes, donc pour arriver à un nouveau partage de la rue et dans le but d'arriver à une meilleure qualité de vie dans le quartier pour tous. Donc, vous voyez ici une image vaut 1000 mots, l'existant et vers le projeté qui est proposé. Merci. Merci. Je vais adresser une autre question à M. Molinier. Vous ne voyez aucun enjeu de sécurité pour les piétons et les cyclistes lorsque les véhicules peuvent sortir des commerces Henri Bourassa? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre maintenant? Oui, merci pour votre question. En fait, donc, vous avez raison. Vous avez bien compris l'aménagement. En bordure de rue, on trouvera un trottoir qui est longé par une piste cyclable, puis ensuite par une voie réservée aux autobus. Les véhicules sortant en fait des accès, ils auront la visibilité dégagée pour pouvoir trouver leur créneau et s'insérer dans la circulation véhiculaire avec une visibilité adéquate et donc avec une sécurité qu'on cherche à trouver et à atteindre lorsqu'on a des conflits véhiculaires potentiels. Merci, M. Molinier. On a une autre question pour vous. Est-ce que vous prévoyez l'ajout d'un feu de circulation au coin de Saint-Urbain et Henri Bourassa, étant donné que cette rue conduit à l'entrée principale du parc Nicolas-Viel?
Oui, merci pour votre question. En fait, actuellement, il n'est pas prévu d'ajouter de feux de circulation à cette intersection-là. Les feux de circulation sont souvent justifiés en raison des conflits véhiculaires, puis la difficulté d'insertion des véhicules sur les artères principales, en l'occurrence Henri Bourassa. Donc, présentement, avec les débits qu'on a étudiés, on ne prévoit pas d'ajouter des feux de circulation à cette intersection-là. Mais toutefois, donc, les intersections à l'ouest, celle avec l'avenue de l'Esplanade sera sécurisée. Et puis, c'est également le cas de l'intersection qui est gérée par des feux de circulation à l'est, donc l'intersection Saint-Laurent, Henri Bourassa, qui sera sécurisée avec l'ajout de zones refuge pour les piétons et donc des feux piétons à décompte numérique adaptés aux besoins des usagers, dont des écoliers qui vont à l'école à proximité de cette intersection-là. Merci beaucoup. Donc, une autre question pour vous, M. Molinier. Vous êtes populaire. Donc, vous avez parlé de refuges pour piétons au milieu du boulevard. Combien de ces refuges sont prévus dans la première phase du projet? Est-ce que vous avez la réponse ou vous pouvez répondre plus tard? Oui, donc en fait, actuellement, sur notre tronçon d'intervention, on a une douzaine d'intersections qui sont gérées par des feux de circulation. Parmi ces 12 intersections-là, il y a déjà des zones de refuge qui ont été construites à 3 intersections. Il y en a 2 qui ont été construites en 2021 à l'intersection Tolhurst, 2 autres à l'intersection de l'Esplanade et une seule, par contre, à l'intersection Saint-Laurent. Ce qu'on va faire, c'est ajouter des zones de refuge pour piétons à toutes les autres intersections. Donc, on va ajouter une zone de refuge à l'intersection Saint-Laurent, puis 2 zones de refuge pour les piétons au centre de l'intersection, à 9 autres intersections sur le tronçon d'intervention en 2024. Donc, la prochaine question s'adresse à les prochaines questions s'adressent à la STM. J'adresse la suivante à M. Notte. Sur la cohabitation entre les usagers, aux intersections Berry et La Jeunesse, il y a des centaines de correspondances du métro vers les circuits existants de la STM. Comment allez-vous assurer la sécurité des usagers de la STM versus le 10 % peut-être de cyclistes désinvoltes? Oui, merci pour la question. Écoutez, les quais ont été évalués pour être plus larges et doubles, afin justement de laisser de l'espace entre le bus et les rêves. De plus, tel que mentionné préalablement, ils vont être surélevés un marquage spécifique va être mis en place pour la traverse piétonne et des poteaux tactiles vont être aussi installés. Donc, différents éléments qui ne sont pas là dans des arrêts classiques vont être mis en place justement pour assurer une meilleure cohabitation des différents modes. Merci. La prochaine question pour M. Rochon à la STM. En quelle année commencera le service d'autobus continu jusqu'à la gare Bois-Franc à Saint-Laurent? Bonjour, tel que mentionné tout à l'heure, en fond, pour 2024, on envisage une bonification de certaines lignes d'autobus. Il faut comprendre que la nouvelle ligne, on est en train de la travailler, de l'étudier en lien avec l'avenue du REM, avec l'avenue du projet SRB. Donc, tout ça va se faire en synergie avec ça. Donc, je vous rassure, ça va être fait rapidement, mais pour 2024, on cible une amélioration du service actuel qui est déjà très fort et par la suite, la nouvelle ligne va suivre avec les autres phases du projet du SRB. On revient à M. Olivier Notte. Est-ce que les autobus venant de l'Ouest vont continuer de débarquer des passagers à l'édicule de métro Berry ou bien tous les débarquements seront concentrés sur l'édicule La Jeunesse? Écoutez, cela n'a pas été encore déterminé. Effectivement, en fonction de l'évolution de l'offre de service et de la refonte, effectivement, il pourrait y avoir des réajustements au niveau des arrêts, mais pour l'instant, on reste avec les arrêts actuels. Merci. Monsieur Rochon, à la STM, pourquoi mettre une voie d'autobus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Il y a un seul autobus par heure la nuit
À l'est de Saint-Michel, la voie d'autobus est de 6 h à 19 h. Pourquoi ne pas faire la même chose? Effectivement, le service est beaucoup plus faible la nuit, mais il faut comprendre aussi que le taux d'utilisation du stationnement est également très faible la nuit. Il faut juste prendre en considération, il va y avoir des analyses à cet effet-là, mais il faut être prudent dans l'arrêt, dans le fond, des heures du SRB, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est justement qu'il y ait des véhicules qui sont restés stationnés le matin lors de l'ouverture de la voie réservée et qui vont bloquer le service. En fait, le but d'avoir une coloration rouge, c'est vraiment pour marquer le pas, pour dire, ben, c'est réservé au transport en commun. Donc, si on commence à avoir d'autres véhicules qui se stationnent, qui circulent dedans, on perd un peu cet attrait-là, cette visibilité-là et pour le transport en commun, puis on risque un peu de nuire. Mais tout ça est en analyse pour savoir si la nuit, il est possible ou non de garder du stationnement. Mais le stationnement est tellement peu utilisé qu'on va voir s'il y a plus d'avantages que de désavantages. Merci. Donc, la prochaine question s'adresse à Mme Leduc de la Ville de Montréal. Quelles sont les mesures envisagées pour assurer la fluidité du transport automobile dans un nombre de voies restreint? Déjà, j'avais envie de revenir un peu sur l'approche même du corridor de mobilité. Pourquoi on fait ce projet-là? Donc, nous, on vise à travers ce corridor de mobilité, on vise sur des changements de comportement. En mettant en place un SRB efficace et un REV, on incite à privilégier d'autres moyens de transport que l'automobile, donc que ce soit vers le transport collectif ou les modes actifs. Donc, c'est ce qu'on appelle le transfert modal. Par ailleurs, on s'attend également qu'il y ait un report de la circulation de transit vers le réseau supérieur. Au jour d'aujourd'hui, la circulation de transit, donc ce qu'on appelle une circulation de transit, c'est des véhicules qui passent par Henri Bourassa, mais qui n'est ni originaire de ce secteur, ni en destination. Et aujourd'hui, cette circulation de transit représente 25%. Donc, c'est 25% de la circulation finalement qu'on veut voir disparaître de l'axe Henri Bourassa parce qu'on considère qu'elle n'a pas sa place ici. Donc déjà, ça, c'est la prémisse de base. Après, il faut savoir aussi, comme je le mentionnais, il y a eu toute une optimisation de la programmation des feux de circulation qui a été faite sur l'axe Henri Bourassa pour venir favoriser la fluidité de la circulation avec les véhicules qui vont demeurer sur Henri Bourassa. Donc, on optimise la programmation tout en favorisant un environnement sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. Excusez-moi, la souris n'opérait pas. Donc, on a déjà fait 45 minutes de période de questions, mais on va poursuivre puisqu'il n'est pas 21 h. On va poursuivre encore une quinzaine de minutes, voir si le taux de participation baisse trop. On verra si on poursuit ou non. On a déjà répondu à 41 questions, donc c'est excellent en 45 minutes. Je pose la prochaine question à Manon Wolfart. Vous avez mentionné que l'axe Henri Bourassa est favorisé car moins dénivelé. Qu'en est-il du dénivelé près de la SAAQ, station de train de Bois-de-Boulogne, s'il vous plaît? En fait, l'objectif vraiment d'aménager un rêve sur Henri Bourassa, c'est de vraiment traverser les barrières physiques qui sont créées par les autoroutes et les chemins de fer. Donc forcément, on va venir devoir traverser ces chemins de fer et ces autoroutes en passant par les viaducs qui sont déjà là actuellement, afin de connecter les différents secteurs, les différents quartiers du nord de l'île de Montréal, donc Saint-Laurent, Annecy, etc. Le dénivelé qu'on a mentionné tout à l'heure, c'était vraiment dans une vision de l'ensemble du corridor de mobilité durable, où justement la rue Prieur-Amos dans Montréal-Nord a un dénivelé aussi plus important que Henri Bourassa. Donc, c'est pour offrir vraiment un confort au niveau des cyclistes dans ce secteur-là qui est actuellement où il y a moins d'offres au niveau des infrastructures cyclables protégées. Merci. On revient à une question pour Mme Leduc à la Ville. Pouvez-vous préciser quels travaux seront faits en phase 1 et ce qui sera fait plus tard? Vous parliez des trottoirs qui sont refaits plus tard, par exemple. Alors, je mentionnais qu'on refaisait pas, qu'on changeait pas la largeur des trottoirs. Par contre, dans le cadre de la phase 1, en 2024, tous les trottoirs qui sont endommagés vont être refaits à l'existant pour des raisons de confort et de sécurité des piétons. Donc, au jour d'aujourd'hui, on estime qu'on va refaire 25% des trottoirs sur la phase 1, là, sur l'axe.
pour corriger les défauts qui sont actuellement visibles. Merci beaucoup. Donc, une question maintenant, deux questions pour la STM. La première pour M. Rochon. À part les 2 résidences pour les personnes aînées, comment les chauffeurs du transport adapté pourront débarquer les passagers ou les embarquer à l'adresse des clients, là, ceux qui ne sont pas aux résidences? Ben, je vous rassure, le transport adapté va pouvoir débarquer les gens là, devant les résidences, dans la voie réservée, au même titre que toutes les autres voies réservées classiques qu'on a actuellement sur le réseau. C'est tellement ponctuel que ça ne vient pas impacter tant que ça le service de bus. Et ben, il faut comprendre que si c'est des clients de transport en commun, donc c'est tout à fait normal là, qu'ils puissent utiliser la voie réservée. Donc, ils vont continuer à débarquer les gens, là, question de sécuritairement là, devant les résidences là, pour les accompagner, là, les personnes à mobilité réduite. Maintenant, une question pour monsieur. Pardon, mon micro était fermé. Maintenant, une question pour M. Olivier Notte. Est-ce que les aménagements spécifiques sont prévus pour les arrêts de bus autour des écoles secondaires et cégep? Il me semble que ces minces arrêts seront débordés à la sortie des classes, sans mentionner les conflits avec les cyclistes. Tout à fait. Écoutez, au même titre que l'ensemble des arrêts qui desservent les pôles scolaires, une attention particulière sera amenée sur cet arrêt, l'arrêt du bois de Boulogne notamment. Évidemment, il y aura un quai double qui sera mis en place pour justement accueillir le nombre accru de déplacements à ces arrêts. Désolée, on a un petit bruit d'ambiance. Donc, une question maintenant pour M. Molinier. Gardera-t-on la barrière piétonnière sur le terre-plein central en face de la station de métro pour éviter les traversées dangereuses des piétons qui se précipitent pour attraper le bus en face? Y aura-t-il des améliorations des zones de transit d'un mode de transport à un autre? Oui, merci pour votre question. Donc, là, ma compréhension, c'est qu'on parle de la barrière, la clôture qui est installée là, au niveau du terre-plein central entre les rues Saint-Denis et Berry, devant l'édicule de station de métro. Présentement, cette clôture-là, elle est très détériorée. Elle est montée sur une structure en béton armé qui est très détériorée. On voit les barres d'armature qui dépassent déjà. Donc, cette clôture-là, elle sera remplacée par une nouvelle clôture. Puis, l'ensemble du terre-plein aménagé pour solidifier une nouvelle structure pour cette clôture-là qui ont pour but, là, comme vous le mentionnez, de dissuader ces traverses-là là, des piétons qui est hors intersection, en fait. Merci. Madame Wolfart de la Ville, pourquoi garder la piste cyclable sur Prieur quand nous avons la nouvelle piste sur Henri Bourassa? En fait, la piste cyclable sur Prieur a une autre vocation que la piste cyclable sur Henri Bourassa, qui a une autre vocation sur la piste cyclable Gouin. Dans ce secteur-là, c'est sûr qu'on a 3 pistes qui sont très proches. On se regarde vraiment dans un corridor dans l'ensemble pour relier les différents secteurs, les différents quartiers. Pour répondre plus à votre question sur celle sur Prieur, pourquoi la maintenir? En fait, elle a vraiment une vocation de desserte locale. Elle traverse vraiment un quartier résidentiel où il y a 5 écoles, il y a aussi 5 parcs, donc ça vraiment permet de relier tous ces générateurs de déplacement qui sont très empruntés actuellement par des cyclistes, notamment des cyclistes plus familiales pour aller rejoindre ces parcs, ces activités et les différentes écoles qui sont sur l'axe Prieur. Donc, maintenant, une question qui s'adresse à la STM, M. Rochon. L'Agence métropolitaine de transport, l'AMT, vers 1996, a fait une étude pour un tramway sur Henri Bourassa. Les corridors pour bus, ce type d'infrastructure date des années 70. Avez-vous étudié la pertinence du tramway versus le bus qui roule au pétrole diesel? En fait, le projet actuel, c'est de mettre en place un service, une infrastructure bus rapidement à court terme, puis à des coûts beaucoup plus bas qu'une infrastructure plus lourde. Les corridors bus, en fait, faut pas voir ça comme quelque chose qui est dépassé. C'est quelque chose qui vient renforcer, qui vient faire le lien, une ossature entre le client qui est chez eux et les modes plus lourds.
et en mettant en place justement ce type d'infrastructure de SRB qui se fait beaucoup là, dans les dernières années un peu partout, bien, on vient justement renforcer le réseau bus qui vient bonifier les réseaux plus forts. Mais ceci dit, ce qu'on est en train d'implanter, c'est pour répondre rapidement aux besoins. Rien n'empêche dans un horizon moyen-long terme d'avoir un projet de ce type, que ce soit tramway ou SRB plus lourd, en fait, d'avoir un projet encore, un type d'infrastructure encore plus structurant que ce qu'on est en train de mettre en place actuellement. En fait, le projet actuel va surtout venir bonifier justement puis confirmer le besoin d'avoir peut-être à long terme une infrastructure un peu plus lourde. Puis à noter que, bon, bien, actuellement, les bus ACM sont tous des bus hybrides, mais on s'en va vers l'électrification. Et c'est ce qui va être utilisé, là, évidemment, là, dans le cas du SRB qu'on met en place, le SRB dit léger là, sur Henri Bourassa. Merci. Une autre question pour Mme Wolfart. De manière générale, pourquoi ne pas construire des passages souterrains ou surélevés pour les piétons, comme on voit aux États-Unis ou en Europe? Certes, il y a forcément des questions de budget, mais ce serait la solution idéale pour améliorer la circulation et sécuriser les piétons. Merci. En fait, vous avez un peu répondu aussi dans votre question, mais effectivement, ça serait long à réaliser, ça serait aussi coûteux. L'objectif vraiment du corridor de mobilité durable, c'est d'implanter rapidement une vision de mobilité durable qui répond aux différents besoins qui évoluent actuellement vers les mobilités actives et le transport collectif. Donc, c'est un besoin qui grandit, qu'on remarque beaucoup à Montréal. Et donc, c'est vraiment pour venir sécuriser ces différents modes de manière rapide. Donc, effectivement, faire de telles infrastructures sur Henri Bourassa, ça demanderait vraiment des coûts et un temps de projet qui ne serait pas forcément en raccord avec les visions que la ville s'est dotée et les visions aussi qu'on voit apparaître actuellement dans le transport collectif et le transport actif, tant pour les piétons que pour les cyclistes. Merci. Une question maintenant pour Mme Vézière. Est-ce que le projet comprend la synchronisation des feux de circulation pour les voitures? Cela n'assurerait-il pas naturellement le respect de la vitesse et une certaine fluidité? Merci pour la question. Donc oui, il y aura une optimisation qui va être faite pour tous les modes de déplacement. La conception est effectuée pour optimiser le fonctionnement des feux de circulation de manière à limiter vraiment l'impact sur la fluidité de la circulation. Tout en sécurisant évidemment l'ensemble des usagers. Donc, les intersections au feu de circulation, elles seront synchronisées pour les véhicules automobiles également. Merci. Une question maintenant pour M. Bourque. Une question sur le budget. Plusieurs questions ont été posées sur les coûts. Qu'en est-il du budget du projet? Merci pour la question. Bien, actuellement, la Ville de Montréal ne dévoile pas le budget du projet pour des raisons essentiellement d'appel d'offres. On souhaite obtenir le meilleur prix pour les aménagements et dans un esprit de bien gérer les deniers publics, qu'on ne veut pas dévoiler le jeu aux entrepreneurs qui pourront appliquer sur le projet. Évidemment, on va faire l'annonce dès que l'entrepreneur va être choisi des coûts associés au projet. Donc, c'est essentiellement stratégique comme réponse. J'espère que vous comprendrez notre objectif à travers cette stratégie. On va prolonger encore de 5 minutes la période de questions avant de conclure notre rencontre. Donc, une question pour M. Molinier. En auto, est-ce qu'on pourra tourner à gauche à partir des rues transversales qui n'ont pas de feu de circulation? Merci. Oui, merci pour votre question. Donc, comme c'était présenté préalablement, les virages à gauche depuis le boulevard Henri Bourassa vers les rues locales, transversales, aux intersections qui ne sont pas munies de feux de circulation seront interdites. Puis, pour favoriser là, ce respect de signalisation, on va également implanter des mesures physiques au centre de l'intersection qui vont empêcher également les manœuvres de virage à gauche depuis les rues transversales vers le boulevard Henri Bourassa. Le concept prévoit que uniquement le passage sera autorisé aux véhicules d'urgence, donc les ambulances puis les véhicules d'incendie, pour ne pas affecter leur temps de réponse lorsqu'ils doivent intervenir.
Merci. Une question sur les Bixi. Allez-vous ajouter des Bixi? Ça serait super. Monsieur Bourque, s'il vous plaît. Bien, oui, on peut parler de Bixi, mais on peut parler de l'ensemble des produits de mobilité, c'est-à-dire qu'on travaille avec nos partenaires, évidemment, quand on opère un changement de comportement comme on souhaite le faire dans l'axe d'Henri Bourassa, comme on l'exposait dans la vision. Oui, on va arriver avec des aménagements, mais la Ville va aussi travailler avec ses partenaires, que ce soit avec Bixi, Communauto et d'autres, pour amener d'autres services de mobilité partagés, puis donner d'autres options à tous les utilisateurs là, pour d'autres options de mobilité à tous les utilisateurs. Donc, oui, c'est quand on discute avec Bixi sur le déploiement, on tient compte des grands projets de mobilité pour avoir, disons, une synergie entre les différents modes qui sont proposés. Merci. Une question qui concerne les travaux pour M. Molinier. Combien de mois la circulation sera-t-elle interrompue? Est-ce que la circulation sera interrompue? Je pose, moi. Oui, merci pour la question. Donc, en termes de détails des travaux, on n'a pas toutes les informations à ce jour. Donc, on sait que les travaux sont prévus donc à partir du printemps 2024 jusqu'à l'automne 2024. Donc, tous les travaux vont être complétés l'année prochaine, en 2024. Toutefois, pour les fermetures de rues et les chemins de détour, nous n'avons pas les informations présentement. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que, comme pour les autres chantiers à la Ville de Montréal, donc les accès des riverains seront maintenus en tout temps, puis les accès au commerce également. Et c'est la même chose, évidemment, pour les institutions qui sont présentes sur le tronçon d'intervention. Merci. Puis je rappelle qu'il y aura une séance d'information au printemps 2024 concernant les travaux spécifiquement. Donc, encore pour vous, M. Molinier, à l'approche des ponts vers Laval aux heures de pointe, qu'est-ce qui est prévu pour garder le rêve sécuritaire? Oui, merci pour votre question. Donc, un peu comme aux autres intersections qui sont gérées par des feux de circulation, là où on intervient en 2024. Donc, on prévoit des mailles protecteurs le long de la piste cyclable entre les véhicules donc, et la piste cyclable pour éviter que les véhicules n'empiètent dans la piste cyclable au moment d'effectuer leur virage. Au niveau, ceci va être renforcé là au niveau de la programmation des feux de circulation. Donc, le virage à droite des véhicules en provenance du boulevard Henri Bourassa, de même que les virages à gauche seront interdits lorsque les cyclistes et les piétons circulent le long du boulevard. Donc, on va prendre une dernière question. Ça fait déjà près de 2 heures qu'on est en ligne. Une question qui s'adresse à Mme Wolfhard. Puisque Ahuntsic a déjà des pistes cyclables sur Gouin et sur Prieur, pourquoi ne pas avoir d'abord priorisé la section à l'ouest de l'Acadie dans Saint-Laurent, qui semble un secteur beaucoup plus dangereux avec aucune autre alternative sur d'autres rues parallèles comparativement à Ahuntsic? Merci. Merci. Oui, un travail a été effectué pour savoir quel tronçon priorité, quel tronçon faire en premier. L'objectif principal, c'était là de venir déjà raccorder au réseau existant, au rêve existant sur Saint-Denis, Berry, La Jeunesse, afin vraiment d'assurer un maillage sur le déploiement du rêve Henri Bourassa. Aussi, l'autre élément qui a été important aussi dans notre priorisation, c'est l'arrivée du REM en ce moment autour de la future station donc à Dutrissac. Il y a vraiment des travaux. Donc, on veut voir aussi avec l'arrivée du REM comment les mobilités vont se passer autour de cette nouvelle infrastructure-là pour vraiment venir assurer une connexion aux différents modes de déplacement. Donc, c'est ainsi qu'on a vraiment priorisé, mais on est toujours dans un objectif donc, de venir déployer ce concept-là sur l'ensemble donc de l'axe Henri Bourassa, dans un objectif aussi d'y venir prochainement. Donc, on arrive maintenant à la fin de notre rencontre. Je veux remercier
tous les intervenants, intervenantes, les élus qui ont pris la parole, tous les participants, participantes. On a été jusqu'à 215 personnes en ligne ce soir, ce qui est considérable. Merci à la population d'avoir posé des questions. Comme je le disais, il y a un foire aux questions qui sera rédigé, qui va être mis en ligne sur Réalisons Montréal au début de l'année 2024. Vous recevrez par courriel le lien pour vous rendre sur la page. Toutes les questions vont être prises en compte là, pour essayer de rédiger le foire aux questions. Et donc, je rappelle les prochaines étapes. Il y aura le rapport de la démarche de concertation qui va être produit dans les semaines à venir. Au printemps, il y aura une séance d'information avant les travaux. Et les travaux sont prévus pour le printemps 2024. Je crois que ça fait le tour. Vous allez recevoir un courriel de suivi. Encore merci tout le monde. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. L'enregistrement de la soirée sera disponible aussi sur Réalisons Montréal si des personnes ont pu participer et veulent le visionner. Merci. Au revoir.